Donc en 50 ans de recherche, zéro nouveau traitement proposé aux patients. Et même si tu regardes a posteriori, les médicaments antalgiques qui sont aujourd'hui sur le marché, tu les développerais aujourd'hui, ils passeraient jamais. Ouais. Ils arriveraient jamais sur le marché. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des molécules sales. Hein. Elles ont absolument pas c'est pas des one target, hein, elles sont multi-target. Et aujourd'hui, elles n'arriveraient pas sur le marché. Sauf qu'aujourd'hui, si tu veux développer des nouveaux candidats médicaments, il faut que tu sois sur du one target. Et puis, on est en train de progresser vers une approche plus entre guillemets à visée thérapeutique, qui est plutôt un outil d'accompagnement du patient à un changement comportemental. On est un mix entre la thérapie cognitivo-comportementale et l'éducation thérapeutique et la remise en mouvement, une espèce de mélange de tout ça qui fait que ces contenus permettraient aux patients d'aller en plus mieux par le contenu lui-même et pas uniquement par le recueil de data fourni à son professionnel de santé. Humainement, j'avais un président qui était très impliqué, mais en même temps qui me laissait une autonomie totale dans la façon de gérer les choses. Et j'ai adoré cette autonomie-là, en fait. C'était teinté de confiance et de reconnaissance. Et ça, je trouve que c'est le moteur idéal pour te faire avancer, parce que tu sais que tu peux faire des choses, que éventuellement tu peux te tromper, mais à condition bien sûr que tu assumes que tu t'es trompé. Mais en même temps, si tes choix sont payants, tu sais que tu vas être soutenu. Et ça, c'est vraiment extrêmement excellent pour la motivation. Et oui, je me suis jetée à corps perdu dedans. Bonjour à tous et bienvenue dans Pharma Minds. Aujourd'hui, je suis avec Alice Corteval. Alice est la directrice de l'Institut Analgesia, un institut basé à Clermont-Ferrand. Son poste est un peu particulier, c'est pour ça que je voudrais le partager avec vous aujourd'hui. Et de la même manière, son parcours a été assez engagé. Donc j'ai envie de vous faire découvrir un peu autre chose que les sentiers classiques de la Big Pharma. Donc Alice travaille dans une fondation, un institut expert dans la douleur, adossé à une université. Et c'est deux éléments que je trouve canon parce que c'est un statut un peu différent d'une société, parce que donc c'est rattaché à la fac de pharmacie et c'est dans le domaine de la douleur. Donc c'est un domaine qui est toujours un sujet de santé publique important, même si il n'y a pas d'innovation en pharma depuis 20-30 ans. Mais du coup, c'est 50, plus de 50 ans. 50, pardon. Donc voilà, on va essayer de comprendre comment ce modèle marche et surtout ce qu'on peut attendre d'un modèle aussi particulier. Bonjour Alice. Bonjour Nathalie. Comment ça va ? Ça va très bien, ravie d'être avec toi et avec tes futurs auditeurs du podcast. Merci. Donc dans un premier temps, j'aimerais que tu nous présentes Analgesia. Alors, comme tu le disais, Analgesia est une fondation. Donc, c'est un organisme qui porte des projets d'innovation dans le domaine de la douleur chronique. Et c'est un organisme, à but non lucratif. Donc, c'est ce qu'on appelle une structure d'intérêt général. Et qui fonctionne avec donc des chercheurs qui portent des projets de recherche dans le domaine de la douleur chronique, on y reviendra peut-être après, et qui pour pouvoir mener ces projets fait appel à la fois à la générosité publique, quand on donne à une fondation assez classiquement, qu'on peut faire par le biais du grand public ou par le biais d'entreprises mécènes qui vont pouvoir soutenir les projets qui leur tiennent à cœur parmi l'ensemble des projets qu'on peut proposer. Donc tout ça, c'est le business model. Je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard, parce que c'est assez intéressant et pas très connu. J'aimerais que tu m'expliques c'est quoi concrètement Analgesia et surtout comment, depuis que tu y es, ça a évolué. Alors, Analgesia, donc c'est une fondation qui est adossée, tu le disais tout à l'heure, à une équipe de recherche qui est donc à l'université de Clermont-Auvergne, dans les locaux de la faculté de médecine et de pharmacie, et qui est une équipe INSERM qui travaille depuis les années 90 sur la recherche sur la douleur chronique. Donc, on s'intéresse en effet spécifiquement à la douleur chronique, parce que finalement, pour les douleurs aiguës, la prise en charge se fait plutôt pas trop mal à l'hôpital, notamment parce qu'on a un arsenal thérapeutique à base d'opioïdes qui est quand même assez efficace et bien adapté à la prise en charge des douleurs aiguës.
Et puis, on a beaucoup progressé, les professionnels de santé ont beaucoup progressé dans l'évaluation de la douleur, la bonne reconnaissance de la douleur et poser les bons traitements de manière adaptée. Là où, par contre, on a des difficultés, c'est sur la douleur chronique. C'est cette douleur qui, entre guillemets, ne s'en va pas malgré la cicatrisation de la pathologie et qui va beaucoup moins répondre au traitement. Donc, on va utiliser les mêmes types de traitements, les anti-inflammatoires pour commencer. Très rapidement, on est obligé de passer à d'autres thérapeutiques. Mais on n'a pas beaucoup de choix parce qu'on a également les opioïdes qui sont censés arriver en bout de course, mais qui finalement arrivent relativement tôt parce qu'on manque de traitement. Et ces opioïdes, autant ils sont très bien sur les douleurs aiguës, sur les douleurs chroniques, c'est quand même loin d'être idéal parce que l'efficacité thérapeutique a tendance à diminuer avec le temps et impose aux patients d'augmenter les doses. Et quand on augmente les doses, on va augmenter les problématiques d'accoutumance et d'effets indésirables, et donc et voire de dépendance. Et donc ces traitements-là, chez les douloureux chroniques, posent problème, ne sont pas assez efficaces. Et puis très rapidement, le patient, finalement, n'ayant pas une douleur suffisamment diminuée, va développer tout un tas de troubles autres, parce que quand on a mal tous les jours sans perspective d'amélioration, le patient va se retrouver avec des répercussions très importantes sur sa vie quotidienne. Il a mal tous les jours, donc il dort mal, donc il est plus stressé, plus anxieux. Il a son moral qui est moins bon parce qu'il n'a pas de perspective d'amélioration. Il va perdre en mobilité parce qu'il a peur de bouger, par peur d'avoir plus mal. Et il rentre dans un espèce de cercle vicieux qui fait que chez bien 2/3 des patients douloureux chroniques, finalement, au-delà de la douleur, c'est les répercussions sur tout son écosystème de vie professionnelle et personnelle qui est le plus impactant. Et en fait, ça, de toute façon, les antalgiques ne seraient pas bons pour le prendre en charge. Donc, il y a une vraie difficulté à bien prendre en charge les patients qui souffrent de douleurs chroniques. Au-delà de cette innovation thérapeutique médicamenteuse qui est en panne depuis 50 ans, parce que bien sûr, les opioïdes n'ont quasiment pas évolué. On a eu des pistes prometteuses, mais pas grand-chose de très révolutionnaire. Il y a aussi cette problématique de comment je prends mon patient vraiment en charge dans une approche qui soit beaucoup plus holistique. Et ça, c'est pas le médecin généraliste qui sait faire. Et on parle de combien de personnes? C'est quoi est-ce que tu as un peu des chiffres sur la douleur aiguë? C'est combien de personnes? Et la douleur chronique? La douleur aiguë, c'est à peu près 5% de la population. Je pense que modulo ceux qui sont des insensibles à la douleur congénitaux, qui sont très très rares, qui sont dans sa vie, tout le monde va connaître un peu de douleur. Exactement, tout le monde a forcément un jour connu au moins un épisode de douleur aiguë, et donc ça concerne à peu près tout le monde. La douleur chronique, ça concerne beaucoup moins de monde, mais ça concerne quand même beaucoup de monde, parce qu'en fait, on va la retrouver dans un panel de pathologies qui est extrêmement vaste. On pense tous au mal de dos, la lombalgie chronique, qui est le mal du siècle, mais il y a plein d'autres pathologies, l'arthrose, qui est la maladie du vieillissement de la population, mais tu vas la retrouver aussi dans d'autres pathologies qui ont émergé, dont on parle de beaucoup plus ces dernières années. Je pense à l'endométriose, à la fibromyalgie, qui sont aujourd'hui des pathologies pleinement reconnues et qui sont pourvoyeuses de douleurs chroniques. Tu vas avoir les neuropathies qui sont séquelaires ou qui sont centrales, c'est-à-dire que la neuropathie apparaît spontanément. Et puis ensuite, tu as toutes les neuropathies qui sont des séquelles soit du cancer, soit du diabète, soit d'un zona, par exemple, ou d'une chirurgie, et qui sont encore plus complexes à prendre en charge parce qu'elles ne répondent pas du tout aux opioïdes. Donc ça fait quand même un cortège de pathologies extrêmement vaste, et quand tu les additionnes les unes à côté des autres, tu te rends compte que c'est un adulte sur 5. Ce qui représente quand même une frange de population très très importante. Alors heureusement, un adulte sur 5, tous n'ont pas ce cortège de répercussions sur leur qualité de vie et ces répercussions psycho-émotionnelles, et ça représente quand même énormément de patients. Et c'est quand même un fardeau, puisque les perspectives d'évolution quand on rentre dans un cercle, comme tu dis, un peu d'engrenage de la douleur, c'est... Ouais, c'est un vrai cercle vicieux, t'as raison, c'est cette notion d'engrenage, c'est vraiment ça, et puis ça vient embarquer toute la famille avec. On a beaucoup de nos patients qui ont ce qu'on appelle un proche aidant, et donc c'est le conjoint, c'est parfois les enfants qui viennent aider la personne qui souffre de douleurs chroniques dans sa vie quotidienne. Et on a, notamment dans la population qui est suivie dans les centres experts, les centres de la douleur, on en a une proportion qui est quand même assez importante, qui est ce qu'on appelle RQTH, qui a une reconnaissance en termes de qualité de travailleur handicapé. Donc c'est un vrai handicap qui est reconnu chez ces patients. Et qui en plus est invisible. C'est pas la personne en fauteuil roulant, c'est la personne qui marche, qui fait la queue, qui potentiellement va passer devant vous à la queue du supermarché, qui a l'air autant valide que vous, mais qui en fait brûle de l'intérieur d'un feu assez intense. Ok, passionnant. Tu nous fais un tableau assez très idyllique.
Assez idyllique, non, mais assez Pas très, séduisant en fait. pas très idyllique. Du coup, on est dans un champ qui est complètement nouveau. Enfin, c'est de l'innovation. Hein. C'est vraiment, il faut créer, structurer quelque chose qui n'existe pas. On essaie de faire en dehors du médicament ou complément de médicament. On va s'intéresser aux deux en fait. Le constat de cette équipe de recherche, donc cette équipe INSERM, qui fait donc de la recherche, particulièrement de la recherche fondamentale, préclinique et clinique de la douleur, c'est qu'en fait l'innovation, historiquement, elle commençait à la paillasse du laboratoire. C'est-à-dire c'est des travaux très pointus de physiopathologie, de mécanismes intracellulaires, intraneuronaux, d'intégration dans la moelle ou dans le cerveau, qui sont réellement la mécanistique de la douleur. Sauf qu'en fait, ces travaux qui ont fait l'objet de dizaines et de dizaines de publications qui sont reconnues internationalement, la recherche sur la douleur ne s'est jamais arrêtée, elle a toujours été très prolixe, avec des avancées assez considérables, mais elle n'a jamais abouti à de nouveaux traitements. Donc en 50 ans de recherche, zéro nouveau traitement proposé aux patients. Et même si tu regardes a posteriori, les médicaments antalgiques qui sont aujourd'hui sur le marché, tu les développerais aujourd'hui, ils passeraient jamais. Ouais. Ils arriveraient jamais sur le marché. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des molécules sales. Hein. Elles ont absolument pas c'est pas des one target, hein, elles sont multi-target. Et aujourd'hui, elles n'arriveraient pas sur le marché. Sauf qu'aujourd'hui, si tu veux développer des nouveaux candidats médicaments, il faut que tu sois sur du one target. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à diminuer la douleur de manière suffisante en ciblant une seule et même cible au niveau cérébral. Et puis après, c'est la problématique globale des neurosciences. Hein. On a quand même plus de mal à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un cerveau que dans un myocarde ou dans, je sais pas moi, une cellule de foie. Donc, ce qui fait que ça rend en plus la recherche complexe. Et donc, le constat de cette équipe... Ouais, exactement, l'accès est quand même pas simple. Et puis même si on y a accès, on comprend pas tout ce qui s'y passe. Et donc le constat de cette équipe a été de se dire, ok, on a fait de la recherche partant du laboratoire, de la paillasse, et en plus dans une pathologie où finalement on est obligé de se fier, on n'a pas de marqueur, on est obligé de se fier au ressenti du patient. Hein. C'est le patient qui verbalise sa douleur. On n'a aucun marqueur objectif aujourd'hui pour dire ce patient, il a une douleur de type celle-ci ou de type tel autre ou de telle intensité. Et donc partir de la paillasse, s'intéresser à la cellule ou aux souris, probablement c'est pas le meilleur moyen pour bien comprendre la douleur chronique et la douleur du patient. Et donc l'idée, et c'est sur ce constat-là finalement qu'émerge cette fondation Analgesia, c'est ok, il faut peut-être qu'on prenne le problème dans l'autre sens, qu'on comprenne mieux les patients douloureux chroniques, qu'on soit vraiment à leur côté pour mieux comprendre leur pathologie, et derrière, comprenant mieux leur pathologie, comprenant mieux comment ils répondent aux thérapies médicamenteuses ou non médicamenteuses, eh bien peut-être que ça nous donnera des pistes, notamment de réflexion sur des sous-groupes de patients qui répondent mieux à telle prise en charge et qui nous feraient dire « Ah, mais si ça fonctionne mieux chez cette population-là, c'est peut-être parce qu'il y a tel rationnel qui nous donnera des pistes pour repartir ensuite au laboratoire et innover dans des nouvelles thérapies médicamenteuses. » Donc c'est là qu'arrive un peu le digital pour essayer de faire des allers-retours entre la paillasse et le patient. Je sais pas. Exactement, parce qu'en fait, pour comprendre le patient, comme on est de toute façon obligé de se fier à sa symptomatologie, hein, vraiment comment il ressent la douleur, comment il vit les répercussions qui sont associées sur son sommeil, sur sa qualité de vie, sur son moral, sur son confort corporel, eh bien, le meilleur moyen, c'est le recueil de ces informations directement auprès du patient dans ce qu'on appelle la vie réelle, hein, dans son quotidien de tous les jours. Parce que quand on le voit, quand le médecin de la douleur le voit tous les 6 mois, et qui lui demande mais comment ça s'est passé ces 6 derniers mois, c'est un petit peu comme si je te demandais qu'est-ce que tu as mangé la semaine dernière à tous tes repas. Tu es incapable de retracer objectivement ce que tu as vécu dans les détails. Et donc en collectant cette data directement auprès du patient dans son quotidien, on a plus de chances d'avoir une remontée fiable. Alors elle reste subjective, hein, parce que de toute façon ça reste une problématique subjective, mais au moins elle sera beaucoup plus proche de la réalité qu'avec 6 mois de recul. Donc c'est l'intérêt du digital de pouvoir c'est la collecte. Exactement, collecter cette data auprès du patient sur un mode spontané, le tout étant de le faire de manière pas trop intrusive pour qu'il reste compliant entre guillemets dans la durée, mais voilà, permettre d'avoir derrière à son professionnel de santé d'y accéder, d'avoir des synthèses graphiques qui vont lui permettre de mieux comprendre justement est-ce que le traitement que j'ai prescrit à mon patient, est-ce qu'il a réellement eu un impact ou au contraire pas du tout, est-ce que il est globalement mieux, et on va pas s'intéresser qu'à la douleur, hein, est-ce que sa qualité de vie s'améliore, ou au contraire en effet il a peut-être gagné 1 point sur son échelle de douleur de 0 à 10, mais est-ce que c'est cliniquement significatif alors que au contraire sa qualité de vie se dégrade parce qu'il a plus d'effets indésirables. Et ça aujourd'hui on n'avait rien pour l'évaluer.
Donc ces outils-là permettent justement de mieux mesurer le bénéfice-risque en fait des thérapies qui sont proposées aux patients. Est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, de un ou deux travaux emblématiques que vous avez? Comment ils sont positionnés? Est-ce que, voilà, Eh comment ils ben, sont positionnés? typiquement, sur ce domaine du numérique, on a un premier projet qui a émergé en 2017, donc vraiment très peu de temps après la création de la fondation, qui a été créée en 2016, qui a été justement de mettre en pratique tout ce que je viens de te raconter et donc de développer un outil qui soit une application que le patient pouvait utiliser sur son smartphone et un outil dashboard que le professionnel de santé pouvait utiliser sur son ordinateur en consultation. Donc on a commencé, nous, spécifiquement par les professionnels de santé des centres de la douleur. Donc les centres de la douleur, c'est les centres un peu experts qui prennent en charge les patients qui ont des douleurs chroniques, qui sont des services hospitaliers. Et donc, on a développé une première version de cet outil. On en est à la 3e version aujourd'hui. Et puis surtout, au-delà de développer l'outil, il fallait qu'il soit, bien sûr, appréhendé par les patients et par les professionnels de santé. Et donc aujourd'hui, on a une étude de cohorte. On est encore au stade de la recherche. Okay. On a une étude de cohorte avec 1800 patients. Okay. On a 22 centres de la douleur qui participent. Et on collecte justement les retours des patients sur cet outil-là. Et les retours des professionnels de santé aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on en est à la version 3. Hein. On apprend de ce qu'on développe et on continue d'améliorer l'outil pour collecter des nouvelles informations et surtout les collecter en posant moins de questions aux patients parce qu'il y avait justement cette problématique de la répétition de data. Donc on a beaucoup travaillé sur la réduction, le refinement, pardon, je n'avais pas trouvé le mot en français, mais de nos questionnaires, tout en gardant vraiment une valeur très multidimensionnelle. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on pouvait apporter aux patients? Parce que collecter de la data, c'est bien, mais pour que le patient reste adhérent dans le temps, il faut qu'il en tire aussi un certain profit. Et donc, dans nos versions successives, on a intégré de plus en plus de contenus d'accompagnement du patient. On a commencé par spécifiquement de l'éducation thérapeutique, hein, donc des petits contenus assez rapides sur mieux comprendre la douleur, mieux comprendre les répercussions émotionnelles, mieux gérer son sommeil, mieux comprendre les traitements médicamenteux qui sont prescrits, parce que souvent, ils connaissent pas bien leurs médicaments. Voilà, mieux gérer la vie quotidienne. Et puis, on est en train de progresser vers une approche plus, entre guillemets, à visée thérapeutique, qui est plutôt un outil d'accompagnement du patient à un changement comportemental. On est un mix entre la thérapie cognitivo-comportementale et l'éducation thérapeutique et la remise en mouvement, une espèce de mélange de tout ça qui fait que ces contenus permettrait aux patients d'aller en plus mieux par le contenu lui-même et pas uniquement par le recueil de data fourni à son professionnel de santé. Là, on rentre dans le champ des thérapies digitales qui nous intéressent de plus en plus. C'est quoi le modèle de fonctionnement de ces prémices? C'est vous travaillez de votre côté avec vous avez les centres d'études. C'est qui les partenaires en fait dans ça? Alors dans ce programme, on a spécifiquement donc à la coordination, aux manettes, au pilotage du projet, la Fondation Analgesia, donc a levé des fonds pour pouvoir mener ce projet. Et puis derrière, elle a des collaborations spécifiquement, forcément nous de manière très directe avec le CHU qui est le plus proche de nous, hein, puisqu'ils sont membres fondateurs, donc le CHU de Clermont-Ferrand qui est le centre coordinateur de ce programme de recherche, et puis qui a fait cette étude multicentrique avec nous, et donc avec le CHU de Clermont-Ferrand, et avec 22 centres, donc 22 hôpitaux un peu partout en France, qui participent à ce programme de recherche et qui en fait une étude multicentrique de portée nationale. Vous avez des relations avec les industriels ? On a des relations avec les industriels, mais elles sont d'un ordre un petit peu différent aujourd'hui, en tout cas les relations de la Fondation Analgesia avec l'industrie, c'est des relations d'ordre du mécénat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle c'est pas de la collaboration, c'est plutôt on va dire du partenariat non intéressé. Typiquement, alors pas sur le projet IDOL, mais sur un autre projet numérique qu'on a développé, cette fois on est sur un outil qui est un serious game, ou une application gamifiée, et qui a été développé pour les patients, mais de façon à ce qu'ils l'utilisent en autonomie, c'est-à-dire notamment pour tous les patients qui n'ont pas la chance d'être suivis par un centre de la douleur, et c'est d'ailleurs l'extrême majorité des patients. À peu près 97% des patients douloureux chroniques ne passent pas dans un centre de la douleur. Donc, c'est les patients qui sont suivis en ville. Et ça, c'est une demande qu'on a eue d'associations de patients qui disaient, bon, c'est très beau votre premier projet, mais voilà, l'essentiel des patients ne passe pas par un centre de la douleur. Est-ce que vous pourriez pas développer un outil qui soit aussi utile et utilisé en autonomie? Donc, c'est comme ça qu'on a cheminé vers le développement de cette appli ludique. Et cet outil-là, eh bien, on a plusieurs mécènes qui sont venus le soutenir, et en particulier 2 laboratoires pharmaceutiques parmi les 5 mécènes de ce projet, et notamment UPSA et Takeda. Alors UPSA, ils sont intéressés par la douleur parce que ça fait partie de leur sujet de
de travail depuis toujours. C'est les parents du Dafalian quand même, donc, et de l'Efferalgan. Mais Takeda, ils sont pas dans le domaine de la douleur. Et eux, ils sont venus parce que ce projet était un moyen de faire le lien avec toutes les associations de patients avec lesquelles ils travaillaient. Ok. Parce qu'en fait, justement, c'était assez transversal, cette douleur, et on l'a retrouvée dans tout un tas de pathologies qui étaient couvertes, bien sûr, les pathologies, les séquelles du cancer, mais aussi des pathologies, je pense à une association de patients qui est sur les nutritions parentérales, et on n'imagine pas, en fait, c'est les gens qui ont des douleurs en lien avec cette pathologie, donc tout un tas de pathologies différentes, et finalement toutes se retrouvaient avec ce symptôme, entre guillemets, commun, qui était la douleur. Et donc ça les intéressait de soutenir un projet de manière désintéressée, encore une fois, c'est du mécénat, et qui permettent justement de montrer leur engagement auprès de ces associations de patients sur des choses qui étaient assez partagées. Donc, c'est en fait, c'est un moyen de soutenir ce type de recherche. Donc, ça veut dire que ça commence à être reconnu. Oui, tout à fait. C'est bien. Oui, le mécénat, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé chez Analgesia et qui est, entre guillemets, presque plus, je vais pas dire, c'est pas le bon mot, mais c'est plus facile pour nous de trouver des mécènes que de financer par la générosité publique. Le soutien de la générosité publique, il est souvent fléché vers des grandes causes connues des gens. Je pense au Téléthon, je pense à des grandes associations, la Ligue contre le cancer. Quand on n'est pas connu, quand on est une structure qui est en plus très spécifique sur un domaine particulier, finalement, c'est compliqué de toucher le grand public. Et alors qu'aller rencontrer des mécènes, entre guillemets, une fois que tu as convaincu le mécène, il a une capacité financière qui est autre que de convaincre un seul particulier. Donc ça a été comme ça qu'on a fonctionné au départ, et c'est comme ça que ça a d'ailleurs bien marché, parce que quand on arrive à discuter avec un décideur, un donneur d'ordre, parce que forcément il faut pas aller voir la secrétaire, il faut tomber dans la structure la personne qui est vraiment porteuse de la décision, parce que c'est elle qu'il faut convaincre. Mais quand tu es en rendez-vous avec cette personne-là et qu'elle comprend à la fois la cause, mais aussi l'intérêt du projet, eh bien finalement elle va débloquer le financement, et puis derrière on amorce une relation de plusieurs années souvent, et des fois même un renouvellement de soutien sur un autre projet derrière. Donc nous, c'est plutôt comme ça qu'on a fonctionné, et avec des belles réussites. Dans nos premiers mécènes, on a embarqué la Fondation EDF, qui a été un gros soutien pour nous, le Crédit Agricole également. Enfin, donc c'est assez varié. On n'est pas que sur du pharma, c'est très varié. C'est particulier en fait comme mode de financement. Est-ce que ça m'a pas l'air évident en fait de tomber là-dessus direct? Vous avez itéré? Comment ça s'est passé en fait pour trouver? Alors oui, c'est pas simple, mais t'as complètement raison, parce que c'est pas du tout les donneurs d'ordre habituels, les gens qui s'occupent du mécénat dans une structure. C'est plutôt les gens qui s'occupent. Alors d'une entreprise à l'autre, ça change énormément. Ça va être soit la structure a une fondation, la société a une fondation. Je pense à EDF par exemple, on est le premier exemple. EDF, ils ont leur fondation. Donc en fait, si tu identifies la bonne personne à la fondation EDF, que ça rentre dans leur thématique, c'est presque, je vais pas dire facile, mais tu peux la contacter directement. Là où c'est plus compliqué, c'est quand c'est un grand groupe qui n'a pas de fondation, et donc trouver le bon interlocuteur qui s'occupe du mécénat dans la structure, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est rattaché à la RSE, donc là, c'est presque plus facile. Des fois, il n'y a pas forcément de département RSE, et donc tu vas aller plutôt vers la com ou vers les ressources humaines, ça dépend des structures. Mais le mieux, c'est de tomber sur le patron. Donc le réseau joue énormément. Comment vous êtes... Est-ce que c'est toi qui es arrivé sur ce genre de sujet? Comment ça s'est passé en fait? Alors, à la création de la fondation, ça a été vite vu. J'étais la seule salariée. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, quand je suis arrivée, ça a été un de nos premiers objectifs, de trouver des mécènes. Et donc là, tu travailles avec ton conseil d'administration. Vous saviez que vous allez partir sur du mécénat? Ah ben, on savait, c'était vital pour nous. La seule manière de faire. Ouais, okay. C'était vital parce que on avait un petit peu de subvention pour démarrer. Mais notre objectif, c'était justement de ne pas être dépendant de la subvention des collectivités territoriales, qui était un système qu'on avait connu précédemment, puisqu'on avait une association avant de créer cette fondation. Et on savait que les subventions allaient venir en diminution avec les années qui allaient venir. Donc c'est pour ça qu'on est passé d'une association à une fondation. C'était justement pour nous permettre de nous ouvrir au mécénat et à la générosité publique. Donc, sachant que la générosité publique, il nous faudrait des longues années d'acquisition de reconnaissance auprès du grand public, on s'est dit, commençons par le mécénat, parce qu'on avait des projets à financer, et des projets qui étaient potentiellement porteurs, innovants dans le domaine du digital,
il y a 6 ans de ça, c'était assez nouveau le digital dans la santé, hein, on était avant le Covid, c'était encore balbutiant. Et en effet, ça a fait mouche, hein, parce que globalement, une fois qu'on avait réussi à identifier le bon interlocuteur, qu'on avait réussi à décrocher le premier rendez-vous, qui était décisif, on a eu quasiment que des succès, c'est-à-dire que on allait avec mon président, hein, alors mon président il incarne aussi, hein, c'est pas moi toute seule, c'est mon président qui incarne la fondation, parce que c'est aussi le chercheur qui avait créé l'équipe INSERM, donc il avait vraiment une renommée française et internationale. Et donc en binôme, à deux voix, on allait faire nos petits rendez-vous de prospection de mécènes. Et de manière générale, quand on avait notre rendez-vous, souvent, ça s'est plutôt bien soldé positivement pour le soutien de nos projets. Et c'est comme ça qu'on a financé à la fois le premier projet dont je te parlais, la grande cohorte nationale, avec le premier outil Idol, et puis également notre projet de Serious Game auprès des patients. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que c'est des modèles qui sont en émergence, des modèles de financement en fait de l'innovation en émergence pour être un peu plus, j'ai envie de dire, tranquille pour pouvoir développer ce qu'on veut développer et faire de la vraie innovation. Et ma deuxième question, c'est un peu pour aller un peu plus loin. Est-ce que vous considérez, prenez en compte les histoires d'accès au marché d'un point de vue, je sais pas, remboursement Alors, pour essayer de clôturer une histoire qui parle à tout le monde. Alors là, tu poses 2 grosses questions. Ouais. Alors, je vais prendre la première. Là, je vais commencer par la première partie. C'est pas très innovant en fait, hein, le mécénat et la générosité publique. C'est des histoires qui sont très très vieilles. Je pense qu'il y a plusieurs siècles de ça que les gens cherchaient des mécènes pour soutenir leur projet. Le mécénat dans la santé, ça existe quand même depuis un certain temps. Je pense que le Téléthon a été pionnier dans le domaine. Et puis, par contre, dans le digital, c'était un peu plus nouveau. C'est probablement ce qui nous a aidé aussi auprès de ces mécènes-là. Ouais, parce qu'on pense plus à une levée de fonds, en fait. Voilà, exactement. Mais nous, comme on était encore sur du stade de recherche, hein, puisqu'on travaille surtout sur des projets qui sont vraiment au balbutiement vraiment de la recherche, on n'était pas sur il fallait vraiment qu'on recherche des structures qui soient vraiment vraiment dans le cadre légal du mécénat, qui est quand même très restrictif et qui limite les contreparties. Donc c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'initialement, nos premiers mécènes n'étaient pas l'industrie pharmaceutique. On avait plutôt des mécènes qui étaient dans des domaines qui étaient complètement à côté pour justement pas risquer la relation privilégiée, tu vois ce que je veux dire, qui serait... je vais mettre des guillemets, faussement désintéressé. Voilà, on aurait très bien pu aller chercher le labo, parce qu'il n'y en a pas 36, qui fait encore de la douleur, et se dire, OK, vous nous donnez du mécénat, et lui justement, de te dire, OK, c'est du mécénat, mais bon, on serait intéressé par les résultats. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et l'éthique, en tout cas, la création d'une structure comme la nôtre, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, l'éthique, c'était prioritaire pour nous. Donc c'est pour ça que nos premiers mécènes étaient vraiment des mécènes qui étaient en dehors du champ de, voilà, EDF. On peut pas les targuer d'être intéressés par les résultats de nos programmes de recherche. Après, on a évolué aussi parce qu'on avait besoin de diversifier nos mécènes. Et parce qu'on était sur des projets sur lesquels les résultats de la recherche étaient peut-être moins touchy, entre guillemets. C'était aussi plus facile d'aller chercher des labos pharma et de rester quand même dans le cadre, tout en restant dans le cadre du mécénat. D'où Takeda et UPSA sur ce deuxième programme de recherche. Donc c'est innovant. C'était probablement une bonne période entre 2017 et l'avant-Covid. L'après-Covid, c'est pas tout à fait la même chose. On est dans une période... Il y a eu un petit peu d'euphorie sur le financement du numérique il y a un an, juste après, en sortie de Covid. Et là, on sent que le vent tourne. Et en fait, le mécénat, c'est très lié aux résultats des entreprises. Parce qu'en fait, si tu veux défiscaliser, c'est parce que tu as des bons résultats. L'année 2023 ne se profile pas comme une grande année en termes de résultats de société. Elle devrait donc assez peu se profiler comme une grande année en matière de mécénat. Donc on sait que ça va être plus compliqué pour nous là dans les 2-3 ans qui viennent. Donc, mais on n'est pas... Je veux dire, on a un petit peu de réserve et surtout on a toujours la foi, entre guillemets, et l'envie de montrer que nos projets avancent et que potentiellement, s'ils veulent se poursuivre, il faut qu'on continue. Voilà, c'était pour la première partie de ta question. Et la deuxième partie, c'est justement le modèle économique ou
Alors, c'est pas un mot que j'aime bien utiliser, même si ça fait partie de la réalité du terrain. Nous, on est plutôt dans une réflexion qui est de se dire comment on fait en sorte que ces outils, qui sont des outils qui étaient dans des programmes de recherche, hein, dans des études cliniques, parce on va jusqu'au stade des premières études cliniques, comment on fait en sorte que ces outils, un jour, finissent par arriver effectivement aux patients, et pas uniquement les patients de nos études. Il faut qu'ils arrivent aux patients Tout le qui en monde, ont ouais. vraiment besoin, qui sont beaucoup plus nombreux. Et autant financer des études cliniques, c'est déjà onéreux, mais financer les accès marchés à des millions de patients, là, la fondation, de toute façon, n'en serait pas capable. Et c'est comme ça on a réfléchi un petit peu justement à ce fameux modèle économique, notre objectif restant que les patients puissent accéder, si possible, à ces outils à coût nul. Ce qu'à coût nul pour le patient, parce que tu as plein de modèles, hein, on aurait pu imaginer, tu sais, ce on appelle le freemium, c'est-à-dire une app qui est sur un store, tes premières fonctionnalités sont gratuites, et puis si tu veux le package complet, eh bien, tu as un abonnement mensuel de X euros. Bon, ça rentrait pas du tout dans notre façon de penser. C'était pas notre objectif. Nous, on voulait que ces outils soient mis à disposition à coût nul. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Le Hein. coût nul, juste, tu peux me préciser, le coût nul pour toi, ça serait plus accessible à tout le monde, c'est ça? Alors, exactement. Et puis parce qu'en plus, et ça on l'a bien montré dans nos études, la douleur chronique est très souvent liée à la précarité. On a on a beaucoup de nos patients qui sont en arrêt de travail pendant de longs mois et qui rentrent dans des situations financières complexes et avec un retour à l'emploi qui est encore plus complexe. Donc ça, c'est la problématique des patients qui développent une douleur chronique. Et de toute façon, la douleur chronique fait aussi son lit sur la précarité. C'est-à-dire des patients qui ont un travail répétitif sur une ligne de production à la chaîne, par exemple, le moindre événement de vie un peu difficile peut au contraire faciliter le développement d'une douleur chronique. Et donc, on a, nous, une surreprésentativité dans nos études cliniques de patients précaires. Et qui dit précarité dit faire en sorte que ces outils ne soient pas payants pour les patients. D'accord. Sachant qu'il y a une option 1, c'est de se dire on peut compter sur la sécurité sociale, et une option 2 qui est Voilà. Donc nous, de le on est mettre à plutôt disposition sur gratuitement. l'option 1. Alors, comment dire, ça va dans le sens, je vais dire, de l'histoire, entre guillemets. Encore, je suis pas sûre que ce soit tout à fait le sens de l'histoire, mais c'est là où le Covid nous aura peut-être un tout petit peu aidé. C'est que, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses thérapeutiques par le biais ou de la télésurveillance ou des thérapies numériques, que l'État, en tout cas nos autorités réglementaires encourageaient ce genre d'approche, notamment ce qu'on appelle les digital therapeutics, qui sont de plus en plus encouragées, qui sont déjà remboursées en Allemagne, qui pourraient l'être, qui vont l'être en France. Hein, on ne sait pas encore tout à fait tout, mais le cadre réglementaire commence à s'affiner. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être là une opportunité de faire en sorte que nos outils puissent eux aussi un jour devenir des thérapies numériques, des dispositifs médicaux numériques remboursés. Et c'est cette voie-là qu'on essaye de suivre pour le moment, qui est une voie qui est pas accessible à la fondation Analgesia, donc qui est un organisme à but non lucratif, qui ne peut donc pas avoir d'activité commerciale, puisqu'en l'occurrence, même si c'est une thérapie remboursée, ça s'apparente d'un point de vue juridique à une activité commerciale. Et donc, la fondation ne pouvant pas porter cette approche-là, elle a fait le choix. Elle aurait pu chercher un porteur et trouver un entrepreneur motivé pour développer, de donner une licence d'exploitation à un entrepreneur pour lui dire, écoutez, développer nos solutions. C'est pas le choix qui a été fait. La fondation a souhaité créer sa propre filiale, qui est une SAS de l'économie sociale et solidaire, pour rester dans le cap de l'intérêt général. Mais ça reste une SAS, et qui a été créée en début 2023 et qui va avoir cette mission. Donc elle est pilotée par la fondation, mais c'est une structure juridique indépendante. Et elle va avoir cette mission de poursuivre, récupérer par une licence d'exploitation les outils développés, poursuivre leur développement technologique, en faire des outils qui puissent devenir des dispositifs médicaux sous le nouveau règlement européen, très, très carré sur l'assurance qualité. Donc là, on rentre sur des problématiques d'ISO 13485 et autres joyeusetés du dispositif médical, mais qui est une très bonne chose, hein, qui va probablement permettre d'assurer la qualité de ces nouveaux dispositifs médicaux. Et derrière, faire une étude pivot et en cas d'étude positive, pouvoir être éligible à un remboursement par la sécurité sociale. Voilà.
Ça, c'est le phare de 2027 à peu près Ouais, en d'accord, termes d'accès d'accord. marché. Ouais, c'est la vision. Voilà. Écoute, merci Alice, c'est passionnant d'avoir cette histoire de l'intérieur qui change un peu voilà, Des modèles. des approches classiques, ouais. Merci beaucoup, j'ai appris plein de choses. Et maintenant, j'aimerais parler d'un côté un peu plus personnel parce que je pense que voilà, c'est pas des sentiers battus sur quoi tu t'es engagé. J'aimerais bien savoir comment comment t'es arrivé là-dedans en fait, comment on arrive sur un projet en région de recherche de voilà toute l'innovation. Alors, on va dire par une succession de concours de circonstances. Alors après, voilà, le cursus initial, il était pourtant assez classique, hein, et c'est un cursus que tu as connu aussi, pharma, industrie, très vite. Alors pharma à Clermont-Ferrand, hein, donc entre guillemets, on peut dire que je suis revenue sur D'accord. mes terres d'origine. Mais sortie de la faculté de pharmacie de Clermont-Ferrand, jamais je n'avais envisagé de travailler dans l'industrie sur la région. Très vite, le tropisme devient parisien et on se retrouve dans un grand labo pharma, moi à faire spécifiquement du réglementaire d'essais cliniques dans le domaine des neurosciences et très exaltée par à la fois la vie qui allait autour, mais aussi par le boulot que j'avais dans ce grand groupe pharma il y a 20 ans de ça, oui 20 ans, mon Dieu ça passe. Pas obligé de citer. Il y a 20 ans de ça, c'était un objectif. Voilà, travailler dans un grand groupe pharma, c'était un peu l'objectif voilà. Et puis voilà, on passe du stage au CDD, au CDI, et on se voit bien gravir quelques échelons dans une équipe d'affaires pharmaceutiques, surtout en développement, qui était un peu mon sujet de prédilection dès le départ. J'ai toujours adoré les études cliniques, donc ça s'y prêtait plutôt super bien. Et puis, eh ben les années passent, la vie parisienne et ses difficultés, surtout quand on commence à avoir des enfants en bas âge, te font dire que bon, peut-être ce serait bien de chercher ailleurs une vie peut-être moins agitée. Et à ce moment-là, mon mari trouve un boulot en Auvergne. Ce qui était assez inespéré, hein, parce qu'on était prêts à quitter. C'est possible de trouver de la pharma. C'est possible, en plus il était aussi dans la pharma. Donc c'est possible de trouver du boulot en Auvergne. Voilà, l'opportunité de quitter Paris, qui plus est pour notre région d'origine à tous les deux, c'était assez inespéré. Donc je me suis pas posé de questions, hein. J'ai démissionné en me disant bien sûr on part. Pour il n'y a nos pas enfants, de télétravail à l'époque. Ah non, ça n'existe pas. Zéro télétravail à l'époque. Donc il faut faire un choix. Il faut faire un choix, exactement. Donc je démissionne avec quand même une petite appréhension, puisqu'en l'occurrence, autant mon mari avait trouvé dans un labo pharma, autant je ne me voyais pas travailler dans le même labo que lui, donc ce qui limitait encore plus à Clermont-Ferrand les opportunités, et n'envisageant absolument pas de travailler en officine. Donc ça a été une période un petit peu, alors elle n'a pas été très très longue, elle a duré que quelques mois. Je m'étais donné 1 an pour retrouver du travail. Je pense qu'au bout de 2 mois avec mes enfants à la maison, je me suis dit pour leur bien-être et pour le mien, je vais retrouver du travail plus vite que ça. Voilà, l'épreuve des repas de midi, parce qu'on a des scrupules à laisser ses enfants à la cantine quand on ne travaille pas. Donc je reprenais mes enfants et je me suis dit non, c'est pas la bonne idée pour eux ni pour moi, donc je vais retrouver du travail rapidement. Donc j'ai été accompagnée par la PEC à ce moment-là, ce qui m'a aidé un peu à affiner ce que je voulais faire et qui m'a clarifié les idées. Je voulais faire du développement, point. Je me voyais pas aller travailler en assurance qualité sur une ligne de prod, c'était une évidence. Okay. Et donc je me suis intéressée à ce qui se faisait sur le territoire, et à ce moment-là se créait une association qui était justement un regroupement de structures publiques et de structures privées, donc à la fois des petites entreprises et des équipes de recherche sur le domaine de la douleur à Clermont-Ferrand, et présidé par donc le président actuel, hein, qui est le professeur Alain Échalier, que j'avais eu comme prof. Et donc j'y suis allée un petit peu au culot. Il avait un poste en pharmacovigilance qui était ouvert. J'ai postulé à ce poste de pharmacovigilance à l'hôpital, donc au centre de pharmacovigilance. Il m'a dit c'est un mi-temps. Je lui dis ça tombe bien. Et au culot, je lui dis moi ce qui m'intéresse c'est votre association, votre structure qui veut développer des nouvelles solutions en faisant collaborer des équipes de recherche et des industriels. Il m'a dit ah bon, mais comment vous savez ça? Je dis je me suis un peu renseignée.
Et à l'époque, il n'y avait pas de poste, donc j'ai commencé à travailler en pharmacovigilance. Et quand il y a eu un poste, j'ai postulé et j'ai été prise. Donc je me suis éclatée dans cette vie-là, qui était à des années-lumière de ce que j'ai connu dans l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire j'ai appris à travailler seule, puisqu'il y avait un salarié dans l'association et qu'à la création de la fondation, 6 ans plus Et tard. c'était quoi le sentiment à ce moment-là? Tu t'es dit j'ai peur que ça me plaise pas, ou tu t'y allais à corps perdu en disant ça va être génial? Eh ben écoute, non, je me suis jetée à corps perdu dedans parce qu'en fait c'était l'opportunité. Alors d'abord, le président était vraiment quelqu'un que j'admirais, qui avait une aura assez Non, particulière. parce que bon, je peux me mettre aussi à la place de plusieurs auditeurs qui se posent ce genre de questions, et on se dit ok, on sait qu'on a renoncé à plein de trucs, quoi. On sait qu'on a renoncé à un cadre, un confort de la Big Pharma, mais comment s'est passé Alors j'avais c'est pas le changement de mindset en fait, Ouais. le Alors fait après j'avais de pas le changer de couteau. référentiel. Ouais, j'avais pas le couteau sous la gorge parce que j'avais quand même mon mari qui avait un boulot, donc je pouvais assumer le risque, tu vois ce que je veux dire, d'un truc qui marche pas. Et je pense que tous mes choix ont été faits un peu comme ça, c'est-à-dire parce que du coup il y avait un niveau de risque. T'estimais qu'il y avait un niveau de risque, mais c'était quoi il les était changements de gérable. curseur? Voilà, il était gérable ce niveau de risque. Je pouvais faire un échec et sans mettre en péril ma vie personnelle. Donc c'était tout à fait gérable et je pense que je suis pas une fille qui a le goût du risque, mais j'ai le goût du challenge. Voilà, c'est plutôt ça. Je me mettrai pas dans je ferai pas du saut à l'élastique, mais relever des challenges, tu vois, c'est un truc qui me tente bien. Et donc ça m'a bien plu. Humainement, j'avais un président qui était très impliqué, mais en même temps qui me laissait une autonomie totale dans la façon de gérer les choses. Et j'ai adoré cette autonomie-là, en fait. C'était teinté de confiance et de reconnaissance. Et ça, je trouve que c'est le moteur idéal pour te faire avancer, parce que tu sais que tu peux faire des choses, que éventuellement tu peux te tromper, mais à condition bien sûr que tu assumes que tu t'es trompé. Mais en même temps, si tes choix sont payants, tu sais que tu vas être soutenu. Et ça, c'est vraiment extrêmement excellent pour la motivation. Et oui, je me suis jetée à corps perdu dedans, à tel point que même tout le monde disait mais c'est ton nouveau bébé, voilà, c'est vraiment le genre de boulot dans lequel j'étais très heureuse dans l'industrie pharma, mais là j'ai trouvé, tu vois, je n'ai pas connu ça fait quoi, 12 ans maintenant que je suis là, entre l'association et la fondation qui a été créée derrière, je pense que j'ai pas connu le dimanche soir, oh non, il faut retourner au boulot demain. Oui. Ça, je connais pas. Le matin, la frustration, la peut-être. frustration, non, je connais pas. Ça, pour moi, je me lève le lundi matin, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Ah oui, il y a ça. Il y a des trucs chiants, la comptabilité, les ressources humaines, gérer les problèmes et tout ça. Mais il y a tellement d'autres trucs exaltants. Et puis vraiment, une notion de sens. Je veux dire, travailler pour un organisme dans l'intérêt général, hein, qui est vraiment de se dire j'essaie de soulager la douleur des patients. Alors c'est utopiste, hein, puisqu'on ne soulagera pas la douleur de tous les patients, mais au moins il y a cet intérêt général, cette impression de travailler sur un sujet de société. Quand tu as des gens qui disent ah ouais, mais grâce à cette appli je vais mieux, ou voilà, je suis contente de participer à ce projet, que ce soit les médecins ou les patients, ça vaut tout l'or du monde et tous les salaires du monde. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a c'est que j'imagine que tu as dû faire aussi une concession de salaire, de grille salariale, de choix de carrière. Davantage sociaux, on va dire. C'est plus global. C'est pas la même chose parce qu'en effet, t'as pas tous les avantages de l'industrie pharma. Voilà, il y en a même aucun, hein, puisque c'est. Il te manque ou pas? Il me manque pas. Non, parce qu'aujourd'hui, s'il me manquait, je serais partie. J'aurais fait autre chose parce que j'aurais eu d'autres opportunités, parce que j'ai eu d'autres opportunités que je n'ai pas saisies. Hein. Il me manque pas, mais ils sont réels. C'est peut-être pas moi qui manque le plus, en fait. Je pense que c'est plus dans l'équilibre de la vie perso que c'est un peu différent, parce que c'est difficile à gérer, parce que quand ton conjoint, lui, a ces avantages-là, un salaire qui a bien sûr augmenté bien plus vite que le tien, c'est difficile de se considérer à niveau égal. Alors qu'en termes de responsabilité, je pense que j'en ai presque un peu plus, mais en même temps, en termes de salaire, c'est pas le même niveau. Donc moi personnellement, ça ne me gêne pas. Dans la vie perso, c'est peut-être moins évident. Mais pour autant, ok, tu peux dire que tu as fait en gros une croix sur ta carrière en corporate ou en big pharma,
mais tu n'as pas fait une croix sur le développement de ta vie pro. Ah non, ah non, 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 parce que quand je vois les gens que je côtoie, les gens avec qui je collabore, les sociétés, parce que bien sûr, donc la Fondation Anageia est restée une toute petite structure. Hein. On est effectivement 2 salariés, mais on a des alternants, on travaille avec plein de sociétés différentes pour développer nos outils. Hein. Bien sûr, c'est pas moi qui code de chez moi. Prestataire, ouais. Voilà, les langages informatiques ne me parlent toujours pas. Mais par contre, voilà, on pilote plusieurs sociétés qui développent nos outils, la société qui s'occupe du système de management de la qualité. Enfin, on travaille avec plein de prestataires différents. On est tous les 4 matins dans des rendez-vous avec qui on côtoie directement le chef d'entreprise. Quand tu es dans la pharma, tu l'as bien vu, en fait, on est toujours le N moins quelque chose de quelqu'un. Et on côtoie pas en fait cet écosystème aussi vaste. On côtoie ses collègues, mais on côtoie assez Tu peu découvres finalement. un nouveau monde, quoi. Tu découvres un nouveau monde avec des responsabilités, et peut-être avec plus de reconnaissance externe que j'en aurais eu en restant aux affaires pharmaceutiques dans mon labo, ça c'est sûr. Donc c'est en termes d'accomplissement, je pense, de sentiment d'accomplissement, pour rien au monde, je reviens en arrière. C'est beau. C'est beau, Alice. J'aimerais juste peut-être une dernière question pour clôturer cet échange. C'est du coup sur un conseil que tu pourrais donner à des collaborateurs qui sont en pharma, qui se disent, OK, je vais aller en province ou je cherche, comme tu dis, un peu plus de sens, ou je vais être plus aligné avec ce en quoi je crois au quotidien. Est-ce que tu as des tips? Des tips. Je pense qu'il y a peut-être la peur à dépasser. Parce qu'en fait, on a des fois des peurs qui nous freinent, et des fois, c'est plus une peur de l'inconnu qu'une peur de quelque chose de très concret. Et des fois, on se dit que c'est compliqué de quitter Paris, c'est compliqué de changer de vie parce qu'il va falloir déménager, parce qu'il y a les enfants à changer d'école, parce que, enfin, tout un tas de choses qui font qu'en effet, c'est des choses qui sont très en kikinome, pour pas dire autre chose. Je vais pas utiliser de mots vulgaires, et c'est réel, parce que c'est des choses qui sont vraiment, mais quand on voit ce qu'on peut trouver de l'autre côté, enfin, aujourd'hui, nos enfants, je pense qu'il y en a pas un qui regrette d'avoir quitté la région parisienne. Et on gagne un confort de vie. C'est une évidence. Même si tu as toujours du trajet en transport, mais tu gagnes un confort de vie, de sérénité du week-end. Est-ce que tu peux un peu peut-être guider sur, je sais pas, les réseaux, les endroits où chercher, les contacts à avoir, parce que c'est pas non plus hyper fréquent ce genre de structure. Il y en a pas dans toutes les villes de province Oui. si on veut sortir de Paris. En fait, c'est quoi? Comment on cherche? Comment on se Alors, renseigne? on cherche. Moi, j'ai commencé, et je pense que j'ai bien fait. J'ai commencé par l'APEC. Donc l'APEC, c'est un service qui est gratuit, hein, et auquel on cotise tous en tant que cadre, quand on est cadre dans l'industrie pharma, ou d'ailleurs dans n'importe quelle structure. Donc tu pousses la porte d'une APEC, et déjà ils t'accompagnent en termes de reconversion. Ils connaissent bien l'écosystème du territoire, ils connaissent bien les entreprises, et même ils peuvent t'aider à te reconvertir. C'est-à-dire, ok, j'avais tel métier, mais ce métier-là, il n'existe pas là. Quelles sont mes compétences et comment les optimiser? Ils sont très forts sur les plus petites structures, voilà. Ils sont très forts sur les bilans de compétences et tout ça. Et après, l'autre structure aussi qui m'a beaucoup aidée, je pense qu'ils le savent pas, mais parce que c'est la joie d'Internet, hein, mais c'est les groupements industriels. Il en existe, je pense, dans tous les territoires. Nous, en Auvergne, on avait donc le GIMRA, le groupement des industries du médicament de la région Auvergne, donc, et qui était très dynamique, avait un site hyper à jour, et ça te fait ton benchmark de structure hyper facilement. Tu as les chefs d'entreprise qui sont identifiés, ils font des réunions régulièrement, tu t'invites dans une réunion, tu identifies les gens que tu as envie de voir, et ces gens-là, surtout en région, c'est les gens, pour peu qu'il y ait un moment convivial, tu parles avec n'importe qui. Donc, t'es arrivé là-bas avec ton étoile du Nord, tu voulais faire du développement, quoi. C'est ça, voilà. Et tu pitchais comme ça, ok. Moi, Yana, je suis allée au culot. Hein. Voilà, des gens, t'apprends aussi, chose que j'aurais jamais imaginé, à solliciter un chef d'entreprise, pas pour qu'il te propose un poste, mais pour discuter et lui dire, voilà, je voudrais échanger sur mes perspectives professionnelles. Du coup, lui, il se sent pas le couteau sous la gorge de dire, oh là là, encore un qui veut postuler et tout ça. Et il est capable de t'ouvrir son réseau. Et ça marche plutôt pas mal, ouais. Génial. Merci beaucoup, Alice, pour ce partage d'expérience. Merci à toi, Nathalie. C'est une grande découverte pour moi. Je suis donc super heureuse d'avoir pu donner une autre voix à des métiers qui méritent encore plus de reconnaissance, d'être connus, et qui peuvent tout à fait parler à des gens qui sont plus en recherche d'impact, d'engagement professionnel.
Merci Alice. Merci Nathalie, au revoir. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous dire à la semaine prochaine, j'ai quelques détails à vous partager. Si vous voulez continuer la discussion avec les invités, vous pouvez aller directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien du post dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour des questions ou pour proposer de nouveaux invités, le plus simple, c'est de m'écrire directement dans la messagerie de LinkedIn. Ah, et une dernière chose, pour m'aider à supporter ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le plus efficace pour moi. À bientôt!